Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Dans la soirée du 9 septembre à Beijing, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours par liaison vidéo lors du 13e sommet des BRICS qui s'est tenu en Inde. L'acronyme BRICS désigne les 5 économies émergentes majeures de la planète, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais à quoi servent les BRICS? Quelles sont leurs ambitions? Quel rôle joue-t-il en temps de pandémie? Comment le groupe des BRICS va-t-il évoluer? Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État de Chine. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Alors, le concept de BRIC est évoqué pour la première fois en 2001. Et après l'adhésion de l'Afrique du Sud en 2010, le groupe est renommé BRICS, le S désignant l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine et l'histoire du groupe des BRICS? En fait, oui. L'histoire de BRICS est vraiment une anecdote intéressante parce que ça remonte à une analyse des tendances économiques par des économistes américains. En fait, le nom BRIC a été inventé. En fait, à l'origine, il avait mis BRICS parce que le S signifie pluriel. Ce n'était pas l'Afrique du Sud, c'était au pluriel. En fait, le nom a été inventé par O'Neill. O'Neill était économiste en chef d'une société d'investissement, Goldman Sachs. Goldman Sachs, on sait très bien que c'est une banque d'investissement puissante, internationale, très puissante. Et O'Neill, qui était économiste en chef, a découvert que finalement, les 4 économies qui évoluent le plus rapidement et qui tentent à devenir des économies de l'avenir, c'est la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. Donc, par jeu de mots, il a fait le mot BRICS. Parce que BRIC veut dire en anglais carrément les briques, avec quoi on construit des bâtiments, des briques. Donc, il a inventé le nom BRICS. Puis, le BRICS était une indication d'investissement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Goldman Sachs était une banque d'investissement. Il y a beaucoup de personnes riches qui investissent dans cette banque, puis la banque gagne de l'argent pour les riches. Donc la banque doit percevoir les économies qui représentent un potentiel de croissance le plus important pour attirer les investisseurs, pour gagner un peu plus de rentabilité. De ce point de vue, les BRICS représentent l'avenir de notre planète. C'est pour ça qu'il a mis ça. Et puis, petit à petit, ces pays, BRICS, se sentent une espèce de lien de solidarité, parce qu'ils représentent les économies qui évoluent le plus. Et puis, en 2009, après la crise de 2008, eh bien, c'est sous la présidence de Poutine, donc le président russe, a eu l'idée de convoquer le premier sommet des dirigeants de BRICS, c'est-à-dire de Chine, de l'Inde et du Brésil, avec la Russie. Et ils ont tenu la première conférence au sommet en 2009, juste après la crise financière de 2008, pour préparer un avenir sans le marché de capitaux très important des pays développés. Et bien, c'était ça. Et l'année suivante, en 2010, et on pense que dans cette composition de pays BRICS, il manque l'Afrique, alors que l'Afrique est en émergence. L'économie africaine est en train d'émerger, de devenir une région de développement important. Donc il faut trouver quelqu'un. Alors l'Afrique du Sud, à ce moment-là, était choisie, considérée comme représentative de l'émergence du continent africain. Donc c'est pour ça que nous avons, bien sûr, l'Afrique du Sud a posé sa candidature. Et donc l'Afrique du Sud a été admise
dans le groupe BRICS. Ça fait aujourd'hui que ces 5 économies constituent les économies émergentes dont la croissance est remarquable sur le marché mondial. D'accord. Voilà. Les 5 pays membres ont affiché leur détermination à surmonter les défis posés au multilatéralisme. Alors, quel type de multilatéralisme défendent-ils et quelles sont leurs ambitions? Oui, et en fait, rien ne prédestine ces économies à travailler ensemble, parce qu'ils sont loin les uns des autres. La Russie et la Chine sont sur le continent euro-asiatique. Ils ont des frontières communes, ils ont des coopérations économiques étroites, mais le Brésil est de bout du monde, et de l'autre bout du monde, l'Inde en Asie du Sud. En fait, traditionnellement, à part la période récente, traditionnellement, historiquement, la Chine et l'Inde avaient des relations économiques commerciales très profondes, mais dans l'ancien temps. Mais dans la période récente, on n'a pas eu beaucoup de contacts. Si on regarde, par exemple, les chiffres du commerce international de Chine par rapport à l'Inde, l'Inde représente une partie vraiment négligeable, pratiquement, du commerce international de Chine. Donc, il n'y avait pas beaucoup. Mais depuis qu'on a constitué le groupe de BRICS, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer parce que les relations économiques entre les économies émergentes se multiplient et sont devenues beaucoup plus importantes pour les uns et pour les autres. Et depuis un certain temps, lorsqu'ils ont pris conscience que collectivement, ces économies émergentes pourraient devenir le moteur de l'avenir futur pour l'économie mondiale, eh bien, ils ont décidé de renforcer leur coopération. Et dans ce genre de multilatéralisme, il n'y a pas cette caractéristique d'alliance, comme par exemple l'Alliance Atlantique, Nord-Atlantique, etc., où les États-Unis prennent naturellement la tête de cette alliance. Tandis que dans le groupe de BRICS, tout le monde est égal, donc il n'y a pas vraiment de leader dans le groupe. Et puis, les propositions et les préoccupations sont communes. D'abord, il y a un problème d'égalité des membres. Puis, il y a un problème de propositions communes. On s'intéresse à des problèmes qui nous sont communs dans tous les domaines. Le développement, l'alléviation ou la réduction de la pauvreté, le changement climatique, la pandémie, etc. Ce sont des problèmes communs. Et pour faire face à ces défis communs, etc., les membres du BRICS ont décidé de lancer des institutions, de créer des institutions pour faire face à ce genre de défis communs. D'où la création de la nouvelle banque de développement et le mécanisme d'échange en urgence des réserves de devises étrangères, etc., à l'image de FMI. Et quelles sont leurs ambitions? Leur ambition, c'est de devenir l'exemple des pays en développement. En fait, oui, la particularité de BRICS, en dépit de la Russie, ce sont des pays dits en développement. Et récemment, ce sont des économies qui ont un taux de croissance tellement rapide qu'ils sont considérés comme un groupe à part, un peu spécial, ce qu'on appelle des économies émergentes. C'est-à-dire que, en dépit de leur caractère d'économie en développement, ils s'approchent de plus en plus aux pays développés. Et ils représentent une tendance de développement du monde où les économies émergentes seront de parité avec les pays développés. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, les économies développées représentaient encore la grande majorité de l'économie globale. Alors que maintenant, à partir de maintenant et dans 10 ans, les économies émergentes seraient à parité égale avec les économies développées.
En général, seul un communiqué de presse est publié après la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des BRICS, Mhm. mais début juin, une déclaration conjointe Oui. des pays des BRICS a aussi été publiée suite à cette réunion sur la réforme du système multilatéral. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'attitude des pays des BRICS envers le multilatéralisme et la coopération multilatérale et celle de la communauté internationale, surtout celle des pays développés? En fait, oui. En fait, le nom de la communauté internationale varie selon les périodes, selon les circonstances particulières, etc. Ça n'a jamais été une notion claire, la communauté internationale. À un moment donné, les pays occidentaux ou les pays développés prétendent être la communauté internationale. Tout le reste ne compte pas. Seuls eux comptent. C'est la communauté internationale. Finalement, non. De plus en plus, comme les économies émergentes deviennent une force majeure dans la croissance mondiale, eh bien, de plus en plus, la communauté internationale, c'est l'avis de tous les pays membres de tout cela. C'est très difficile de qualifier cela, mais en fait, cette année-là, par une déclaration conjointe des ministres de BRICS, et ils veulent montrer que finalement, ils veulent promouvoir le multilatéralisme comme base de négociation des problèmes internationaux, non pas un prétexte. Il ne faut pas oublier qu'au nom de la communauté internationale, au nom du multilatéralisme, les pays occidentaux avaient lancé des guerres, par exemple. Maintenant, les troupes américaines sont en train de se retirer de l'Afghanistan. Oui. Et à l'époque, lorsqu'ils sont entrés en Afghanistan, ils prétendaient que c'était une décision multilatérale des pays occidentaux. Donc c'était, et aussi ils prétendaient que c'était une décision de la communauté internationale. Donc tout cela, on veut montrer que finalement, le multilatéralisme n'est pas ça. Le multilatéralisme, c'est une manière de gérer, de coopérer et de coordonner les efforts pour les affaires du monde. Et en plus, dans le cas de BRICS, il ne faut pas oublier que depuis quelque temps, au moment de conférence au sommet des dirigeants de BRICS, eh bien, il y a toujours des dirigeants d'autres économies émergentes qui participent sur invitation à ce genre de sommet. De plus en plus, a été formé un mécanisme de BRICS plus. BRICS plus Indonésie, BRICS plus l'Iran, BRICS plus la Turquie, etc. Donc finalement, BRICS est devenu un point d'attrait de tous les pays émergents, donc des pays en développement dont la croissance est devenue spectaculaire dans le monde. Comme j'ai évoqué au début de l'émission, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours jeudi soir lors du 13e sommet des BRICS. Avez-vous suivi ce discours et quels en sont les points forts, si oui? Bon, en fait, oui, j'ai suivi un peu. Cette fois-ci, le président chinois a fait un discours dans l'ensemble plutôt bref, en comparaison avec d'autres discours qu'il a fait dans des occasions similaires. Mais pourtant, il avait mis l'accent sur 4 piliers ou 4 orientations importantes à l'heure actuelle pour les pays des BRICS. Il a proposé que pour lutter contre la propagation de la pandémie, les BRICS doivent renforcer leur coopération dans le domaine de prévention de virus, dans le domaine de vaccination, donc de la production de vaccins, dans la vaccination de la population, etc. etc. Il y a un aspect de coopération renforcée. Et puis, deuxième aspect, c'est l'ouverture. Les BRICS ont montré leur détermination à maintenir un type de croissance ouvert sur le monde, ouvert vers le monde, etc. Donc, ceci est un signal clair contre une tendance du retour du protectionnisme. Nous avons assisté à un retour du protectionnisme un peu partout, surtout dans les pays développés. Sous prétexte de sécurité nationale, ils veulent couper
le lien de la production mondiale, mondialisée, etc. Ils veulent rapatrier des parties de la chaîne mondiale de la production, par exemple. Tout cela était perçu par les pays BRICS comme un signal du retour du protectionnisme. Donc, ils sont contre. Et troisième orientation, c'est une nouvelle version de la mondialisation. On veut faire en sorte qu'une économie mondialisée profite à tout le monde. C'est la manière de corriger et de gérer la mondialisation, non pas de décomposer ou de complètement détruire la mondialisation. Ce n'était pas l'objectif de la BRICS. Et enfin, la quatrième orientation, le président Xi Jinping a proposé le développement commun. Le développement commun a été proposé par le président Xi Jinping comme une orientation du développement des pays BRICS. Et de là, on peut penser raisonnablement qu'il y aurait plus de projets de coopération ensemble parmi les pays BRICS. D'accord. Selon M. Xi, le prochain sommet des BRICS se déroulera en Chine. Alors, quelles en sont vos attentes? Oh, je pense que vu le rythme de la vaccination, etc., je pense que l'année prochaine, eh bien, il y aura plus de pandémies. Je pense que normalement, le virus sera plus ou moins calmé. Donc, à ce moment-là, je pense que l'année prochaine, les dirigeants des BRICS auraient probablement l'occasion de se rencontrer en personne, donc de parler en face à face. Et ils auraient l'occasion de montrer au monde l'unité des pays BRICS dans le développement du monde. Et les BRICS auraient le moyen de montrer face à face, ensemble, au monde, que finalement les pays émergents sont prêts à diriger l'économie mondiale vers un avenir plus brillant. Comment la coopération multilatérale des BRICS se traduit-elle dans la lutte contre la Covid? Dans la lutte contre la Covid, les pays BRICS ont pris beaucoup de mesures. En fait, il y a eu d'échanges et de production. La Chine étant le plus grand producteur de vaccins dans cette lutte contre la pandémie, la Chine a fourni beaucoup de vaccins à l'intention des BRICS, surtout au Brésil, en Afrique du Sud, etc. Bien sûr, la Chine a expédié aussi beaucoup de vaccins à l'intention d'autres pays en développement. En tout, jusqu'à maintenant, la Chine a expédié plus de 500 millions de vaccins à travers le monde. Et jusqu'à la fin de l'année, la Chine est prête à doubler la dose. Donc, à la fin de l'année, la Chine aurait probablement exporté plus d'1 milliard de vaccins à l'intention du monde. Et pour cela, il y a donc d'abord la coopération de vaccination, et puis il y a des problèmes d'équipement. Dans la lutte contre la pandémie, il y a beaucoup de matériaux en relation avec la protection contre la propagation du virus, etc. Il y a eu beaucoup de coopération entre les pays BRICS dans ce cas-là. En dernier ressort, en fait, les pays BRICS ont décidé de construire un laboratoire commun de recherche et de développement, voire même de production de vaccins. Et ce laboratoire des BRICS a été localisé à Beijing, près de Beijing. Oui, comme vous avez dit, le Centre chinois de recherche et de développement des vaccins des BRICS a été lancé en mai dernier à Beijing par Sinovac. Alors, que signifie ce lancement et est-ce que cela va permettre de faire face au déséquilibre de la distribution des vaccins dans le monde? Je pense que pour le moment, oui, pour le moment, le centre de recherche et de développement de cette vaccination, de ce vaccin, sert à lutter contre le coronavirus qu'on a découvert cette fois-ci. Mais une fois créé, ce centre de recherche et de développement servira à la recherche scientifique et médicale
des pays BRICS. Donc, dans l'avenir, logiquement, il va y avoir beaucoup de staff, beaucoup de personnel médical des pays BRICS qui collaborent et participent à des projets de recherche communs dans ce laboratoire à Beijing. Donc, finalement, le monde vit dans une période particulière parce que l'humanité fait face à beaucoup de dangers qui sont créés par le changement climatique, par cette évolution de notre planète, et probablement cette pandémie n'est pas la dernière. Donc il faut se préparer aux autres éventualités, aux autres catastrophes naturelles, etc. Et ce centre de recherche de développement sert à faire de la recherche permanente sur la transformation et l'évolution des virus pour trouver une solution de lutter contre la propagation de nouveaux virus, probablement dans le monde dans l'avenir. Et en fait, certains médias occidentaux se sont montrés sceptiques à l'égard du groupe des BRICS parce que, pointant du doigt la concurrence et les divergences entre ces pays membres, qu'en pensez-vous? Oh, je pense que oui. Il ne faut pas cacher le fait que dans tous les groupements, il pourra y avoir une discordance. Oui. Et même dans leur alliance atlantique, et de temps en temps, vous allez entendre des discordes. Par Vrai. exemple, entre le président américain Trump et le président français Macron, il y avait des disputes, donc tout le temps. Dans toutes sortes de groupements d'États, il peut y avoir des discordances. Dans le groupe BRICS, il y avait à un moment donné des discordances. Par exemple, le président brésilien, Bolsonaro, était une espèce de disciple de Donald Trump. Il avait suivi, par exemple, des méthodes de prévention contre le virus un peu particulières. Mais rapidement, il est revenu aux traditions, etc. Donc, au début, il y a eu une période de difficulté entre, par exemple, la vaccination. Le vaccin chinois a été accepté, refusé, accepté à nouveau, etc. C'était au Brésil, et ça a montré sa force, et son efficacité. Et puis maintenant, le Brésil et la Chine sont revenus au tracé normal de coopération dans ce domaine-là. Il y a ça entre l'Inde et la Chine, bien sûr, il y a coopération, mais il y a aussi un aspect de rivalité. C'est pour cela que les États-Unis, etc., essaient de mettre l'Inde dans la nouvelle composition de Quad, de coopération en termes de sécurité entre l'Inde, l'Australie, le Japon et les États-Unis. Tout cela, ce sont des schémas, etc. Mais il ne faut pas croire que l'Inde va suivre aveuglement les propositions des Américains, parce que même dans ce qu'on appelle la définition de la stratégie Indo-Pacifique, eh bien, l'Inde garde l'océan Indien comme sa chasse gardée, et même si les Occidentaux, y compris les Européens, les Américains, les Australiens, veulent intervenir davantage sur l'océan Indien, sous prétexte qu'ils ont des projets de coopération en sécurité, l'Inde ne serait pas complètement rassurée. Donc, il peut y avoir des discordes entre les groupes BRICS, mais dans l'aspect de la coopération économique, commerciale, eh bien, les BRICS semblent déterminés à avancer ensemble parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts communs dans cette économie mondiale, et ils ont décidé de construire des mécanismes et des institutions qui pourraient accompagner leur développement collectif.
Et quand on parle de l'économie, sur le plan économique, il faut évoquer la nouvelle banque de Ah développement, oui. la NBD. Et en fait, cette banque a annoncé début septembre qu'elle accueillera 3 nouveaux membres, à savoir les Émirats arabes unis, l'Uruguay et le Bangladesh. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette banque et puis que signifient ces nouvelles adhésions? En fait, la création de cette nouvelle banque de développement était une détermination des pays BRICS Mhm, de travailler ensemble sur la scène internationale, dans l'économie mondiale. mhm, Parce que c'est une institution créée qui va avancer, qui va accompagner le développement d'abord, l'investissement dans les infrastructures de ces pays membres, puis, généralement parlant, à l'intention d'autres pays émergents, d'autres pays en développement. Et à l'origine, la nouvelle banque de développement n'était pas seulement limitée aux pays membres de BRICS. C'est pour ça que dans les médias occidentaux, ils appellent ça une banque BRICS. En fait, on appelle ça la nouvelle banque de développement. Cela veut dire que cette banque va continuer. Elle a été créée mhm. à l'initiative des pays BRICS. Donc, 5 membres, chacun a donné 10 milliards de dollars au commencement comme capital initial de cette banque. Ce n'est pas beaucoup. C'est 50 milliards de dollars à l'étape initiale, au lancement de cette nouvelle banque. Mais maintenant, de plus en plus, cette banque a montré son importance. Cette banque accompagne l'investissement dans les pays BRICS en infrastructure pour améliorer les conditions du développement de ces pays, puis pour accompagner l'investissement dans d'autres pays émergents, dans d'autres économies en développement qui ont besoin de ces investissements. Et le fait même que cette banque va élargir son capital, va accueillir d'autres membres, montre que vraiment cette forme de développement a une attraction vis-à-vis d'autres pays en développement. D'accord. Alors, quel rôle est-ce que les BRICS ont joué dans le redressement économique mondial à l'ère post-épidémique? En fait, ça remonte un peu plus loin, ça remonte à la crise 2008. Mhm, Dans le développement post-crise 2008, eh bien, les BRICS ont déjà montré leur puissance et leur force sur la scène mondiale. Et puis, cette fois-ci aussi, la pandémie a fourni une opportunité, en fait, de coopération aux pays BRICS. Ces pays BRICS ont la création du laboratoire commun de BRICS sur le vaccin, la vaccination, etc. On est une preuve. Donc, je pense que après la pandémie, on verra que les BRICS seraient toujours la force conductrice de la croissance dans le monde. Il y a des signaux qui montrent que la croissance économique est en train de revenir. Et donc, après la pandémie, il y aurait des mesures de renforcement de coopération prises par ces pays BRICS. Je pense que la reprise économique dans ces pays BRICS sera plus forte, plus importante que dans d'autres pays, dans le reste du monde. Les pays BRICS vont renforcer leur coopération vis-à-vis d'autres pays émergents. Des pays, n'oubliez pas qu'il y a le mécanisme de BRICS+. Et BRICS va tendre ses bras de coopération vers d'autres pays en développement dont la croissance est rapide dans le monde. Et ce processus montre que finalement, dans l'économie mondiale, la part des pays émergents sera beaucoup plus importante que par le passé, par la période avant la pandémie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équilibre du monde mondial, de l'économie mondiale, pardon. Merci monsieur pour avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur CGDN français.